Alexandre Nikolaïevitch. Chers amis, chers collègues, Alexandre Nikolaïevitch a évoqué mon emploi du temps. En effet, les pouvoirs du président, selon la constitution de la Russie, sont étendus. Cependant, je tiens à souligner que, même sans ces prérogatives constitutionnelles, l'importance de votre travail revêt une valeur permanente, car derrière vous se trouvent des milliers de collaborateurs, ainsi que le bien-être social et matériel de millions de personnes. Les questions sont toujours nombreuses, c'est vrai. Alexandre Nikolaïevitch vient de mentionner la protection des intérêts des acquéreurs de bonne foi, ainsi que tout ce qui concerne la privatisation. Nous en avons déjà discuté à maintes reprises, et c'est une bonne chose. Il faut en parler jusqu'à ce que nous trouvions une solution définitive. Par ailleurs, Alexandre Nikolaïevitch a également évoqué le fait que tous les grands entrepreneurs et entreprises ne souhaitent pas adhérer au RSPP, et il se demande si nous pourrions les aider. Vous voyez, même au sein de la communauté, des contradictions épistémologiques surgissent parfois, comme diraient ceux qui s'occupent de science. Mais nous continuerons à avancer, à discuter, et je l'espère, à résoudre ces problèmes. Je suis très heureux de saluer tous les participants à la séance plénière de cette organisation qui rassemble les principales entreprises nationales. Ce sont, bien entendu, de véritables leaders du marché, y compris à l'échelle mondiale. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du RSPP pour leur engagement dans l'agenda public de développement, ainsi que pour leur participation active à l'élaboration de mesures qui renforcent notre économie et notre souveraineté, rendent le climat des affaires et d'investissement dans le pays plus favorable, répondent aux attentes du monde des affaires et aident les entreprises russes ainsi que leurs employés à comprendre clairement les perspectives à long terme, à élaborer des plans de développement essentiels tant pour les entreprises individuelles que pour des secteurs entiers. J'espère pouvoir répondre à certaines des questions soulevées par Alexandre Nikolaïevitch. Si ce n'est pas le cas, nous aurons encore l'occasion d'en discuter lors de la réunion avec le bureau du RSPP. Nous pourrons alors échanger de manière confidentielle, en toute franchise, sur certains sujets. Les questions sont en effet nombreuses, notamment l'amélioration du cadre réglementaire du secteur réel, la suppression des barrières excessives, plus généralement, l'amélioration de l'environnement réglementaire pour les entreprises. En somme, il s'agit d'une collaboration complexe et multidimensionnelle qui, malheureusement, connaît parfois des retards. Parfois, des documents traînent, les approbations prennent du temps, comme cela a été mentionné, ou des difficultés et des incertitudes imprévues surgissent, ce qui ralentit le travail global. Il est tout à fait juste que vous identifiez clairement ces points problématiques. Et je suis convaincu que les collègues du gouvernement travailleront avec vous pour résoudre ces questions rapidement, en coopération avec vous, dans l'intérêt de l'État et de la communauté entrepreneuriale. Je note que ces dernières années, les entreprises russes ont été confrontées à des défis majeurs. Nous le savons tous. Parmi eux, la pression massive des sanctions, notamment les restrictions sur les paiements internationaux et les opérations sur les marchés extérieurs. Ces actions, entre autres, sapent la liberté du commerce et des investissements dans l'économie mondiale, et j'en dirai quelques mots plus tard. Il est important que, pendant cette période, les entrepreneurs nationaux aient appris à travailler sous sanctions, s'y soient adaptés et conçus et lancé des mécanismes alternatifs de coopération avec les partenaires étrangers qui souhaitent travailler avec nous. De plus, les sanctions ont même servi de catalyseur supplémentaire pour des changements structurels positifs dans notre économie, notamment dans les domaines financiers et technologiques, ainsi que dans d'autres secteurs clés. Je sais que dans les cercles d'experts et d'affaires, on discute activement de ce qui adviendra des sanctions illégitimes contre la Russie, nos entreprises et nos citoyens. Seront-elles levées, maintenues, renforcées, etc. Chers amis et collègues, je vous propose de partir des considérations suivantes. En réalité, elles sont évidentes. Les sanctions ne sont pas des mesures temporaires ou ponctuelles, mais un mécanisme de pression systémique et stratégique contre notre pays. Quelle que soit l'évolution de la situation, quelle que soit la configuration des relations internationales, nos concurrents chercheront toujours à contenir notre pays, à affaiblir ses capacités économiques et technologiques. De plus, si auparavant les élites occidentales tentaient de donner à cette opposition une apparence de légitimité, aujourd'hui, elles semblent ne plus se soucier des apparences. Non seulement elles menacent régulièrement la Russie de nouvelles sanctions, mais elles en produisent des paquets à la chaîne. On a l'impression que les initiateurs eux-mêmes ont perdu le compte du nombre de restrictions imposées et contre qui. Le ministère des Finances a fait le calcul. Je peux vous le dire avec assurance, 28 595 sanctions contre des personnes physiques et morales.
C'est plus que toutes les sanctions imposées contre tous les pays visés et de manière significative. Même s'il y avait un geste de leur part, par exemple, envisager de lever ou d'alléger certaines sanctions, on peut s'attendre à ce qu'ils trouvent un autre moyen de faire pression, de mettre des bâtons dans les roues, comme ce fut le cas avec l'amendement Jackson-Vanik. L'Union soviétique, contre laquelle il avait été initialement introduit, n'existait plus, et les relations entre la Russie et les États-Unis étaient au mieux. Pourtant, l'amendement restait en vigueur. Et lorsqu'il a finalement été abrogé, il a simplement été remplacé par une autre loi restrictive contre la Russie. Rappelez-vous, ils l'ont abrogé pour immédiatement en introduire une autre. Je le répète, les sanctions et les restrictions sont une réalité de cette nouvelle étape de développement dans laquelle le monde entier est entré, l'économie mondiale dans son ensemble. La concurrence mondiale s'est intensifiée et prend un caractère de plus en plus sophistiqué et implacable. Ainsi, sous nos yeux, une nouvelle spirale de rivalité économique se déploie. Et dans ce contexte, il est presque gênant d'évoquer les normes et règles de l'Organisation mondiale du commerce, autrefois activement promues par l'Occident. Autrefois, quand, lorsque ces règles leur étaient favorables. Dès qu'elles sont devenues défavorables, tout a changé. Et les négociations patinent. En réalité, personne n'en veut plus. Il est évident, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les choses ne reviendront pas à ce qu'elles étaient. Il ne faut pas s'attendre à une liberté totale du commerce, des paiements et des flux de capitaux, pas plus qu'à compter sur les mécanismes occidentaux de protection des droits des investisseurs et des entrepreneurs. Oui, Alexandre Nikolaïevitch l'a mentionné, et j'ai commencé par là. Nous avons nos propres problèmes systémiques liés à la privatisation, à la protection des droits des acquéreurs de bonne foi. Vous connaissez ma position. Certaines choses traînent, mais nous parviendrons à résoudre ce problème définitivement. Ce que je veux dire, c'est que nous avons nos problèmes, mais ils en ont aussi beaucoup. Il faut admettre que même auparavant, ces mécanismes fonctionnaient difficilement. Je parle de ceux proposés par nos soi-disant partenaires occidentaux. Aujourd'hui, le voile est tombé. Il est clair pour tout ce que valent les hautes cours, dans les capitales européennes, les juridictions occidentales où beaucoup cherchaient refuge pour se cacher ou dissimuler des actifs. Tout cela n'existe plus. Il n'y a plus de juridiction sûre. Dans ces conditions, il est crucial que les entreprises russes fassent preuve de flexibilité, cherchent et explorent de nouveaux marchés, développent leurs propres solutions technologiques et établissent des coopérations avec des partenaires fiables dont il existe un nombre suffisant dans le monde. Mais ici, le gouvernement et nos régions doivent, bien sûr, apporter le soutien nécessaire, et ils le font. De mon côté, je ferai tout pour soutenir ce processus. La Russie renforce sa souveraineté dans tous les domaines qui soutiennent l'activité des entreprises, y compris le développement des infrastructures de transport, de logistique et de paiement. Nous le faisons déjà et nous continuerons. Je comprends les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, mais nous ferons tout pour vous aider. Je souligne, seuls les pays capables d'assurer une souveraineté réelle et complète deviennent résilients, y compris face aux pressions extérieures, et peuvent connaître un développement dynamique et progressif au profit de leur peuple. Je vais donner un exemple concret. En réalité, il est bien connu, mais je vais tout de même profiter de la situation pour en reparler. Nous voyons comment la majorité des pays européens ont perdu leur souveraineté, et en conséquence, ils sont confrontés à des problèmes sérieux, tant sur le plan économique que sur celui de la sécurité. Sur le plan économique, tous affichent des taux de croissance proches de zéro, voire entrent en récession. À l'inverse, les pays des BRICS et ceux qui souhaitent rejoindre notre alliance comprennent les avantages de la mise en commun des potentiels. Ces dernières années, se positionnent comme les leaders de la croissance mondiale, établissant des standards élevés en matière de dynamisme économique. Je rappelle qu'en 2024, la croissance du PIB de la zone euro a été de 0,9%, celle du G7. Pourquoi est-il grand? D'ailleurs, on ne comprend pas ce qu'il y a de grand là-dedans, ou que l'on regarde, on ne voit personne sur la carte. Bref, ce G7 a affiché une croissance de 1,9%, tandis que les BRICS ont atteint 4,9%. En Russie, depuis 2 ans, en 2022 et 2023, nous avons enregistré une croissance de 4,1%. Applaudissements. Je sais, j'en reparlerai bien sûr. D'ailleurs, c'est vous qui vous applaudissez vous-même. Ce sont vos résultats. Merci à vous. Je vous applaudis à mon tour. Applaudissements. D'ailleurs, on a parlé, Alexandre Nikolaïevitch en a parlé, du refroidissement de l'économie. Là, il faut agir avec une très grande prudence.
Il est évident que cela est inévitable et le gouvernement comme la Banque centrale en ont parlé. En gros, nous sommes d'accord. Il faut que, dans la pratique, tout se passe comme prévu, sans un refroidissement excessif, comme dans une cryochambre, mais de manière progressive. Je ne vais pas entrer dans les chiffres maintenant, ils sont connus. La Banque centrale a ses chiffres, le gouvernement et le ministère du Développement économique en ont d'autres. Ce n'est pas 4,1%, mais plutôt 2,5%. Mais il faut éviter un effondrement ou un gel excessif. C'est délicat, mais j'espère que nous y parviendrons. Nous pourrons en reparler. Mais je propose de ne pas lancer de débat maintenant, car nous pourrions discuter jusqu'au matin, je le sais bien. Hier, avec Maxime Stanislavovitch Orekhin, ou plutôt aujourd'hui. À quelle heure nous sommes-nous quittés? À 2 heures? Non, à 3 heures du matin. Donc nous avons vraiment discuté jusqu'au matin. J'espère que nous suivrons cette voie, avec prudence, et que nous atteindrons le résultat souhaité. Mais le déclin de la domination occidentale, pour ainsi dire, et l'émergence de nouveaux centres de croissance mondiaux, c'est une tendance de long terme. C'est ce que je veux souligner. Oui, bien sûr, nous comprenons tous les avantages de nos soi-disant partenaires occidentaux. Les hautes technologies, l'organisation de la production, tout est là. C'est vrai, ils ont beaucoup accompli. Il faut respecter cela et s'en inspirer, mais sans copier. Et il faut comprendre que les taux de croissance dans différentes régions du monde resteront stables au cours des prochaines décennies. Et le fait que, pour diverses raisons, nous ayons opéré une certaine réorientation, ce qui, d'ailleurs, n'est pas de notre faute, est peut-être une bonne chose. Nous nous réorientons vers des marchés mondiaux porteurs. Et ce dont nous avons besoin, nous l'obtiendrons de toute façon. Bien sûr, cette tendance de long terme se maintiendra. Elle sera soutenue, entre autres, par la plateforme de développement des BRICS qui est en train de se constituer. Elle englobera les dimensions ressources, technologie, ressources humaines, finances, commerce et investissement, et ce à un niveau entièrement nouveau, en intégrant des solutions numériques modernes, ce qui rend la plateforme aussi efficace que possible et à l'abri des interférences négatives extérieures. Je compte vraiment sur le fait que les entreprises russes participeront activement à ces projets conjoints avec nos partenaires des BRICS et ses futurs membres. Chers collègues, j'aborderai un autre point important qui préoccupe le monde des affaires russes et concerne les relations de la Russie avec les pays étrangers. Je veux le répéter, il s'agit du retour possible des entreprises étrangères qui ont quitté notre marché en 2022 et même plus tard. Je l'ai déjà dit, les entreprises russes ont su tirer parti de cette opportunité, occuper les niches de marché libérés, investir des fonds, créer des emplois et consacrer beaucoup de temps et d'efforts au développement technologique. Oui, certaines de ces entreprises qui sont parties envisagent aujourd'hui de revenir, nous le savons, mais je ne vais pas m'étendre sur ce point pour ne rien compromettre. Cependant, nos entreprises qui ont pris leur place sont à différentes étapes du cycle d'investissement. Certaines ont déjà investi, mis en place leur production, tandis que d'autres en sont au début de leur projet et lancent des chantiers, malgré un taux directeur élevé. Et bien sûr, nous n'avons pas le droit de compromettre ces plans, de réduire à néant les efforts et les ressources investies. Les intérêts des entreprises russes, de leurs employés, seront toujours une priorité pour nous. C'est à partir de cette position que nous examinerons la question du retour des entreprises étrangères sur notre marché. Je tiens à souligner que parmi les entreprises étrangères qui ont quitté la Russie sous la pression politique des élites de leur pays, certaines ont conservé leur personnel, leur technologie et ont transféré la gestion à des équipes russes. En réalité, elles ont continué à opérer sur notre marché, mais sous une autre marque. Nous comprenons que ces investisseurs ont pris des risques, qu'ils auraient pu faire face à des réactions négatives de leur gouvernement, mais ils ont fait un choix indépendant et responsable, et nous respectons ce choix. Nous traiterons ces partenaires avec le respect qu'ils méritent. Mais il y a eu aussi d'autres entreprises qui ont claqué la porte de manière spectaculaire, voulant vendre leur segment russe, souvent avec une décote importante, et c'est ce qu'elles ont fait. Ou, pire encore, elles ont commencé à saboter leurs activités, mettant ainsi en difficulté des équipes entières, leurs clients russes, fournisseurs et sous-traitants. D'ailleurs, ces entreprises nous sont bien connues, et nous avons dû y introduire une gestion temporaire. Je comprends que certains propriétaires occidentaux ont été effrayés, n'ont pas trouvé la force de s'opposer à leurs autorités politiques. C'est ce qui explique leur comportement. Mais au cas où le vent tournerait, ils ont tout de même laissé une échappatoire. Ils ont conservé le droit de racheter leur entreprise, prévoyant une option.
Je demande au gouvernement de suivre attentivement cette situation et ce type de transaction, pour éviter que des propriétaires aient vendu leur entreprise en Russie à un prix dérisoire, l'ayant en fait abandonnée à son sort, et souhaitent maintenant la racheter pour une somme tout aussi modeste. Cela ne devrait pas arriver, cela n'arrive pas. La situation du marché a changé, les entreprises se sont renforcées, ont augmenté leur capitalisation et valent désormais bien plus. Par conséquent, il est évident que chaque transaction de ce type nécessitera un examen individuel et approfondi. Je tiens à le répéter, nous n'avons chassé personne. Ceux qui ont quitté notre marché ont pris cette décision eux-mêmes. Sous la pression des élites de leur pays ou non, cela n'a plus d'importance. Dans tous les cas, il s'agit de chefs d'entreprise expérimentés qui ont évalué les risques et compris les conséquences de leurs actes. Si les niches des entreprises occidentales sont déjà occupées par des entreprises russes, alors, comme je l'ai déjà dit, comme on dit chez nous, le train est parti. Il n'y aura ni privilège ni préférence pour ceux qui reviennent. En même temps, la Russie reste un pays ouvert. Ceux qui souhaitent revenir peuvent le faire sur une base concurrentielle dans le cadre de notre système juridique. Je demande au gouvernement de mettre à jour la liste des entreprises étrangères qui ont cessé leurs activités en Russie, ainsi que d'élaborer une procédure de coordination de leur retour, avec des garanties obligatoires de bonne conduite et de gestion responsable dans notre pays. Mais ce processus doit, bien sûr, être aussi transparent que possible. Chers collègues, la Russie met en œuvre des plans de développement à grande échelle et à long terme, lance des projets d'infrastructures, industriels et de transport de grande envergure, explore les vastes territoires uniques de l'Extrême-Orient, de la Sibérie, de l'Arctique et d'autres régions de notre pays, et renforce des liens mutuellement bénéfiques et prometteurs avec la grande majorité des pays du monde. Aujourd'hui, le principal défi pour l'économie nationale est de passer à une trajectoire de croissance équilibrée et durable. Je tiens à souligner ce point, une trajectoire de croissance équilibrée. Nous devons assurer une dynamique qualitative et intensive dans le secteur réel grâce à la modernisation des productions et à l'augmentation de la productivité du travail. Et de préférence, bien sûr, en introduisant de nouvelles technologies plutôt qu'en intensifiant les efforts, augmenter la production de biens et de services dans un large éventail, en façonnant une économie de l'offre. Dans le même temps, il est essentiel d'éviter les déséquilibres sectoriels et les distorsions des paramètres macroéconomiques clés. C'est une tâche primordiale. Cela inclut la nécessité de contenir l'inflation et de maintenir un faible taux de chômage. C'est une mission commune des autorités et du monde des affaires, pas seulement des grandes entreprises représentées par le RSPP, mais aussi des petites et moyennes entreprises. C'est en réponse aux attentes des entrepreneurs que nous continuerons à structurer les mécanismes de la politique économique de l'État, y compris la politique monétaire, pour que ces mécanismes servent avant tout à accroître le potentiel productif de la Russie, à ouvrir de nouvelles entreprises, à renforcer la souveraineté technologique et financière du pays, ainsi que son potentiel humain. Le gouvernement prépare actuellement un plan de mesures supplémentaires dans ce sens. Je compte sur la participation active de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, ainsi que d'autres associations professionnelles de notre pays, à ce travail. Et bien sûr, je vous souhaite à tous du succès pour le bien de la Russie. Je vous remercie.